Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo que vous attendiez peut-être pour certains depuis un certain moment, parce que ça fait à peu près, je pense, 2 ans que je lis cette série, et enfin, on est arrivé jusqu'au bout. Je pensais que jamais que j'allais terminer cette série, mais c'est fait, et je dois dire que je ressens une certaine fierté de l'avoir fait, parce que, comme vous le verrez dans la vidéo, mon avis n'est pas représentatif de ce qu'on peut voir habituellement sur Booktube, et surtout, j'ai moins aimé que la plupart des gens. Voilà, ça a été une série en dents de scie, et on va commencer tout de suite avec notre cher Roue du Temps, Wheel of Time pour les intimes. Petit rappel, on se retrouve au château de Miroménil, du 25 au 27 à côté de Dieppe. C'est le marché de Noël à Miroménil qui est un des marchés de Noël les plus beaux de Normandie, donc je serai la seule présente avec les livres des 3 Nornes, voilà, si vous avez envie de vous faire un petit cadeau de Noël et tout ça. Et avec Arnaud Cazel et Émilie Norxen, on sera à Arras, à Légendarium, pour la dédicace donc des livres Nous regrettons la mort, et Une couronne d'océ d'épines et La gardienne du chardon, et surtout Les objets maudits qui sera sorti pour Miroménil et surtout pour Arras. Et il y aura d'autres dates en décembre, voilà, sur des marchés de Noël en Normandie normalement, mais je vous tiens au courant. La Roue du Temps, c'est un texte qui est assez particulier notamment parce qu'il y a 14 tomes qui sont disponibles en France, on va dire, dans plusieurs éditions. Les plus connues, c'est ces petites éditions qui sont sorties chez Brajon qui ont ma préférence. 2 tomes représentent un seul tome en version grand format, et les grands formats qui sont les formats habituels que vous voyez en France. Je préfère les petits formats simplement parce que les gros sont extrêmement difficile à lire en termes de lourdeur du texte, c'est-à-dire que c'est très lourd à porter, ça abîme super vite, notamment les derniers, parce qu'ils prennent des formes, comme c'est des couvertures souples, ils prennent des formes qui me plaisent assez peu pour le coup, donc je me dis qu'au moins le poche c'est facilement transportable, c'est lisible, et le travail esthétique est à mon sens beaucoup plus réussi. Il y a une véritable charte graphique qui rend très bien, voilà, dans la bibliothèque. Ça permet un confort de lecture, mais il faut savoir que je vous conseille quand même d'acheter 2 tomes par 2 tomes parce que ça coupe de façon random au milieu du récit. Donc La Roue du Temps. La Roue du Temps, c'est un texte qui est héritier, on va dire, de l'univers de Tolkien. Ce texte fait surtout partie des classiques de l'imaginaire. C'est un must-have un peu à lire, et c'est une série qui est réputée pour sa longueur et réputée pour être commencée mais rarement terminée par son lectorat. Cette série, elle a une fanbase énorme, notamment aux États-Unis, ce qui n'est pas mon cas. La Roue du Temps est aussi particulière en termes de publication, et notamment publication en France, c'est-à-dire que Robert Jordan a écrit les 11 premiers tomes, voilà, pour lesquels il a été salué pour son travail, mais malheureusement est décédé au cours de l'écriture. Il n'y a pas tellement de séries où ça se passe comme ceci, et donc son travail a eu droit à une fin, et cette fin a été écrite par notre cher Sandy Sanderson, auteur de Fils des Brumes, auteur de Livre de Rochard. On est sur une série qui est coupée en 2, et en France qui est coupée en 2 même au niveau publication. C'est-à-dire que les premiers tomes sont sortis il y a quelques temps. C'est une série qui a débuté fin des années 80, début des années 90, donc on a eu dernièrement la publication en français des derniers tomes, presque 30 ans plus tard. Ceci est dû notamment au décès de l'auteur, comme je vous disais, donc tout a été traduit en France assez progressivement dans un premier temps, mais je suppose, et ça c'est mon interprétation personnelle, comme Brajon n'a pas les droits pour Brandon Sanderson, qui est publié, il me semble, chez J'ai lu, dans mes souvenirs, ce qui fait que ça c'est sûrement été une question de rachat de droits, voilà, qui a été assez long et qui a été motivé notamment par la série, parce que je me suis aussi posé la question de est-ce qu'il y a quelques années ça marchait suffisamment pour pouvoir publier, voilà, les derniers tomes. Peut-être, je ne sais pas pour le coup, et la série a reboosté la publication, donc c'est une série qui est disponible sur Amazon Prime, que j'ai pas vue et que je compte pas voir parce que je me suis déjà infligé La Roue du Temps une fois, je vais pas me le faire une deuxième. Sanderson a été aidé par la femme de Jordan et surtout par les notes qui avaient été laissées par Jordan pour créer une fin qui est totalement différente du style de Jordan. C'est pour ça que je vais vraiment étudier le truc en 2 parties, parce que pour moi c'est le même univers mais c'est clairement pas la même chose. La Roue du Temps, en fait, c'est l'histoire, on va dire, de peupleux. C'est l'histoire de jeunes hommes au début du roman qui sont des jeunes fermiers, du moins ils vivent à Deux-Rivières, qui est une espèce de contrée un peu paumée, un petit village. Donc on a Rand, on a Perrine et on a Matt, on va dire, qui sont accompagnés par le personnage d'Igwen et le personnage de Niamh, je sais jamais prononcer le nom parce que les noms sont accouchés par terre. Ils vivent dans ce village-là tranquille, pépouze, jusqu'au jour où il y a une attaque de Trollocs. Alors les Trollocs, ce sont un petit peu les orques de cet univers qui vont dévaster le village. Des Aes Sedai qui vont intervenir. Les Aes Sedai, c'est des sortes de sorcières, si on peut faire le parallèle. Ce sont des femmes qui sont capables de canaliser, c'est-à-dire que la magie peut être canalisée
par les femmes uniquement dans le texte, c'est un peu plus compliqué que ça mais vous le verrez au fur et à mesure de votre récit, et donc notamment Mohiren va intervenir et va, comme dans tout récit de fantasy, répondre à la prophétie, c'est-à-dire qu'il y a une prophétie qui a été faite il y a moult temps, qui indique que un des 3 garçons va être le dragon réincarné, c'est-à-dire la force positive qui va anéantir le ténébreux. Le ténébreux, c'est une espèce d'entité qui vit dans les ténèbres et qui menace en fait le bouleversement du monde. On est clairement sur un schéma plus basique que ça de fantasy. On ne fait pas. Voilà, c'est l'histoire vraiment de gens qui vont aller combattre les forces du mal, et ça va être en 14 tomes, ça va être long. Je vais être obligée parfois dans ma chronique de spoiler le tome 1, ça va être seulement ça. Obligée parce que c'est le personnage central, et c'est un personnage qui est dans mes points positifs et négatifs, que Rand va être l'élu, et tout le monde va essayer d'un peu se l'arracher, parce qu'il y a beaucoup de forces en place, et beaucoup de gens vont essayer d'avoir Rand sous leur coupe, mais ce dernier va peut-être pas se laisser faire. Donc on est vraiment sur un récit initiatique, on va être sur un récit de voyage, de complot, énormément de complots et un petit peu de bataille, voilà, vraiment dans l'optique de la fantasy très très classique. Ce qui fait que cette série est considérée comme un classique de la fantasy, il faut le lire comme un classique de la fantasy, et notamment d'un point de vue moderne, ça peut paraître hyper basique et pas du tout original. Et c'est vrai que moi parfois je me suis dit, waouh, ok, il faut replacer dans le contexte parce que c'est un peu chiant, t'as l'impression d'avoir lu cette histoire 50 fois, et notamment l'histoire est pas forcément portée par des personnages qui sont attachants selon moi. Je vais essayer de découper, on va dire, mon point de vue entre Jordan et Sanderson, voilà, en mes points positifs et mes points négatifs. Ça va sûrement être mélangé parce que je n'ai pas préparé cette vidéo, comme d'habitude. On va commencer par les points négatifs, voilà, parce que c'est ceux qui me viennent directement à l'esprit. Comme je vous dis, La Roue du Temps, c'est pas une mauvaise série, mais pour moi, c'est une série qui est clairement surcotée. Voilà, je mâche pas mes mots. Je sais qu'il y a des gens qui vont se sentir blessés à ces propos, mais ça n'engage que moi, et en tant que gros lecteur d'imaginaire, c'est pas du tout ma cam, voilà, ce genre de récit. Et pourtant j'ai lu pas mal de classiques, hein, mais ça fait partie, je pense, des classiques que j'aime le moins, voilà, de l'imaginaire. On est donc sur un récit qui a moult points négatifs, qui sont plus objectifs ou subjectifs selon voilà, mon point de vue. Le plus objectif en soi, et ça je pense que personne, même les fans, vont l'accorder. La Roue du Temps, en fait, il y a un problème de rythme dans ce texte. Il y a un problème de rythme qui est quand même assez grave, qui fait qu'on s'ennuie. Je veux dire, moi je me suis ennuyée, on va dire, les 3/4 de la série. Voilà, ce qui est long sur 14 tomes. Voilà, je me suis vraiment ennuyée. Le rythme est d'une lenteur. Il y a des tomes, tu les lis et t'es en mode on n'avance pas, et tout ça est dû en fait au choix narratif qui a été fait, c'est-à-dire qu'on est sur un dispatchement des personnages. Au début on va avoir plein de personnages qui vont suivre cette quête, et au fur et à mesure, que ça soit Rand, Perrine, Matt, que ça soit Egwene avec les Aes Sedai, on va avoir plein d'éparpillements, et surtout il y a énormément de personnages qui arrivent, et on a des points de vue qui sont dispatchés et qui pendant des tomes vont pas avoir de lien et qui vont vraiment se réunir à la fin. En termes narratifs, c'est très simple, hein. C'est du genre on se sépare et on se rejoint, voilà, si je peux définir la série comme ça, mais ce qui fait que c'est lent. Mais quand je vous dis c'est lent, c'est que c'est des pages et des pages de complot qui n'apportent pas grand chose au récit. Ça aurait été lent comme peut l'être par exemple un petit peu Erikson, parce qu'il y a du world building qui est travaillé, j'aurais pu dire bon c'est compréhensif, mais même pas. C'est qu'il y a des pages où t'es en mode on s'en fout, voilà, c'est vraiment pas du tout intéressant pour certains moments, c'est très long, il y a des tomes, quand je vous dis il y a des tomes entiers, il y a presque 1000 pages que tu lis où tu te dis ouais, il y a eu un moment d'action ou un truc qui fait que c'était intéressant, mais sinon le reste, on se fait chier. Donc il y a vraiment un problème de rythme qui est très en dents de scie. Je pourrais plus vous dire à partir de quand, mais on va dire en général, je pense que les 3-4 premiers tomes sont assez intéressants en termes de rythme, mais le pire c'est quand vous passez, on va dire entre le 7 et le 10 et même le 11 de dernier de Jordan, et ça m'a fait de la peine, voilà, mais c'était pas ouf. Problème de rythme qui est, on va dire, inhérent au texte et qui peut être insupportable, et beaucoup de gens lâchent, et je peux comprendre. J'ai terminé cette série parce que j'ai une chaîne YouTube, hein. Franchement, j'aurais arrêté bien avant La Roue du Temps si je m'étais pas engagée pour lire voilà, ce classique d'imaginaire. Donc on a ce point de vue un petit peu chiant à lire. On a aussi les personnages. Alors les personnages vont être dans mes points négatifs parce qu'en fait leur traitement devient de plus en plus catastrophique dans le livre. Donc on a une diversité
diversité de personnages. Ce qui fait que, un peu comme les Chevaliers d'Émeraude, on va avoir, quand je vous dis un nombre de personnages, c'est même plus comptable, le nombre de personnages, et ce qui crée un détachement vis-à-vis du destin de certains personnages. Notamment dans les derniers tomes, il y a des morts, mais en fait, tu t'en fous parce que c'est des gens random. Au lieu de réutiliser certains personnages, voilà, dans l'intrigue, cette multitude de personnages fait que voilà, on a ces points de vue qui s'étirent, qui sont longs, et surtout, en fait, il y a un problème de traitement des personnages. Au début, ils sont assez attachants, hein, parce que on est sur des jeunes gens qui vivent dans des petits villages qui sont assez agréables et tout. On a des personnages extrêmement percutants, et ça, c'est un point de vue positif, c'est-à-dire que moi, j'ai par exemple le personnage de Moiraine, qui est un personnage excellent d'imaginaire, donc un peu la vieille sage, qui n'est pas si vieille que ça physiquement, mais une sorte de sorcière. Il y a des bons personnages hein, qui sont attachants, mais leur développement tient pas. Je vais vous prendre, alors notamment, ça va rejoindre un autre point, mais par exemple le personnage Rodorand, le personnage principal du dragon réincarné, est insupportable. En fait, Rand, c'est je me plains, je deviens fou, je me plains, t'as envie de l'étrangler à la lecture, et c'est simpliste en fait, la façon dont c'est traité, c'est hyper simpliste. Alors ça peut dépendre d'une époque, mais les nuances sont mal faites selon moi. Et au-delà du fait que les personnages sont rendus agaçants, sont totalement différents. Il y en a certains, ils switchent même de personnalité, t'as l'impression à un moment. C'est surtout, ça va rejoindre mon point négatif de La Roue du Temps. C'est un point en fait qui est assez bizarre. La Roue du Temps est un texte où on voit que Jordan a voulu mettre les femmes en point de vue positif. C'est-à-dire que les sorcières sont vraiment très importantes, il y a des dirigeantes, il y a des reines, on voit que les femmes ont du pouvoir, il y a des personnages féminins qui sont très sympas, on voit qu'il y a une défense voilà, des femmes, et c'est notamment le cas parce que avec sa femme, je pense qu'elle a influencé ses récits. Il en reste que le traitement des personnages féminins devient totalement sexiste dans le texte. Il y a un espèce de truc où t'es en mode je comprends pas ce qu'il veut dire. Pour faire assez clair, il y a des personnages féminins comme Egwene par exemple, comme Niamh, comme Elaine, comme Aviendha par exemple. Le personnage d'Aviendha, c'est une sorte de guerrière, c'est une aïeule, donc ça fait partie du contexte de ce roman. Elle tombe forcément dans la romance et dans l'amour, déjà, donc ça en fait des petits personnages du genre « Oh mon Dieu, voilà ». Et surtout, elles deviennent hystériques. Quand je vous dis qu'elles deviennent hystériques, les personnages forts deviennent des parodies d'eux-mêmes. C'est des parodies de personnages féminins puissants, et ça en devient totalement ridicule et très sexiste. Je vous prends, il y a des moments, t'as des personnages qui sont hyper indépendants et tout, et qui vont être « Oh mon Dieu, l'amour de ma vie !» qui pètent des câbles pour rien. Les Aes Sedai sont sont dominatrices au point que ça en devient, j'avais l'impression de lire du Terry Goodkind avec ces nanas SM. C'est hyper, je trouve, assez dégradant dans la lecture d'un point de vue moderne. Moi ça passe pas du tout, et c'est vrai que je comprends pas le traitement parce que les personnages étaient cool au début, mais quand je vous dis qu'elles sont hystériques, c'est qu'elles vraiment elles sont hystériques, ce qui est pas cool voilà, quand ça arrive à la plupart des personnages féminins, et ça complote pas mal. Alors je trouve ça assez intéressant qu'il y a beaucoup de personnages féminins qui sont un peu des méchants de l'histoire, parce que ça change, voilà, mais en même temps ce sexisme il est rapproché d'un autre truc que j'ai noté dans le texte, et ça je ne sais pas si c'est quelque chose qui est lié à la traduction ou pas, mais en fait l'humour chez Jordan s'y est pas du tout. Et surtout, derrière tout ça, il y a quand même un petit truc un peu, je dirais un peu grossophobe, ou du moins toutes les Aes Sedai sont des bombasses. On décrit énormément les femmes par leur physique, beaucoup moins les hommes. Voilà, il y a une grosse différence dans le texte, voilà, sur le fait qu'elles sont jeunes et qu'elles sont belles et qu'elles sont minces. Voilà, si on peut un peu décrire ça, même si on a une diversité au niveau de la couleur de peau, voilà, ce qui est un point positif dans le texte, parce qu'il y a beaucoup de représentations, et ça c'est chouette, hein, on voyage énormément, donc il y a pas mal de peuples différents qui sont représentés. Il en reste qu'il y a quand même un sous-texte derrière qui est un peu pas très 2022 et qui est un peu dégueu à lire. Voilà, moi ça m'a un peu sauté aux yeux, je me suis dit ok, donc les femmes sont réduites à leur corps et à leur physique, c'est pas ouf. Ça aurait été le cas des hommes, je me serais dit bon, et on a un petit peu ça avec le point de vue de Matt qui est un peu pris comme un jouvenceau à un moment dans le texte. Il en reste que c'est assez désagréable. Donc voilà, le sexisme est assez présent dans le texte. Un texte qui se veut respectueux de la condition féminine n'est pas un texte qui met juste en avant les femmes. Il faut bien parler du traitement de ces dernières. Donc voilà, moi c'est un truc qui m'a assez gênée à la lecture. Il y a aussi, alors comme je vous disais, l'humour de Jordan, ou du moins la romance. C'est-à-dire qu'à un moment,
au milieu là, quand c'est un peu le truc un peu longué. Il y a certains qui ne pensent quasiment qu'à bécoter ou faire des galipettes avec leurs compagnons. Donc j'étais en mode ok, c'est assez lourdeau en fait quand ça pense que quand il y a vraiment que de la romance à un moment. Je m'y attendais pas du tout dans un tel classique de l'imaginaire, mais en plus les romances sont pas forcément extrêmement réussies dans le texte. Il en vient qu'il y a notamment le mot fesse. Alors ça m'a vraiment sauté aux yeux, c'est pour ça que je me dis qu'il y a quand même un problème de traduction. Il y a des situations en fait qui sont totalement ridicules. Notamment, alors si je me souviens bien, dans un tome, à un moment, t'as des personnages qui sont enlevés et qui sont à poil. Voilà. En fait, ça tourne en ridicule. C'est vraiment, il y a un espèce d'humour un peu beauf dans le texte. À certains moments, j'étais en mode... ça me plaît pas. Voilà, ça me plaît pas. C'est pas fin comme humour. Voilà, c'est pas fin, c'est pas réfléchi, c'est un peu bébé et bébête. Voilà, donc ça c'est un peu ce que je peux reprocher aussi. Il y a aussi, alors le style, et il y a aucun style dans la traduction française. C'est assez plat, la plume est pas ouf, et comme je vous dis, il y a des moments la plume est un peu bébête et enfantine. Voilà, dans les façons de dire les choses, dans la narration. Cet humour relève aussi d'un problème de ton, parce que parfois il se trouve à des endroits où c'est pas trop lieu, voilà, de faire ça à ce moment-ci. Vraiment, voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Et il y a aussi le point que cet univers, au niveau du world building, il va être dans le positif et le négatif, ce point-là, parce que c'est un tome, on se dirait, en 14 tomes, on a le temps de développer l'univers, ce qui est le cas, mais en fait, quand tu creuses un peu, le world building, il est pas si ouf en termes de quantité de romans. C'est-à-dire que, en fait, quand tu vois les structures, les peuples qui sont présentés, c'est pas très très grand, c'est pas très très développé, et surtout, en termes d'imagination, c'est pas ouf. En fait, t'as les Aes Sedai qui sont ces espèces de sorcières, avec plusieurs clans, voilà, dedans, qui sont particuliers, il y a des champions, voilà, c'est cette construction-là. Il y a un peu de développement de la magie, mais vous attendez pas un développement comme par exemple Sanderson, hein, ça reste très lisse, peu explicatif. On a le développement avec par exemple des hommes qui sont capables de canaliser, donc on a d'autres choses. On a plusieurs castes dans le récit, mais par exemple si vous prenez le point de vue des méchants dans le texte, il n'y a pas une diversité de méchants vraiment très très grande. Hein. On est vraiment sur un univers, en plus, je trouve très inspiré de Tolkien, hein, sur l'imagerie et tout ça, mais le développement de l'univers est pas hyper présent, parce que on voyage, mais on décrit pas forcément énormément les lieux, on décrit pas forcément comment vivent les populations, on décrit pas la monnaie, bref, ça donne un effet de beaucoup, mais en fait c'est un peu creux, je trouve. Voilà, c'est quand j'ai commencé à lire à peu près au tome 10 et tout, je me suis dit, mais en fait, dès que tu saisis un peu les castes différentes, en termes de world building plus large, même en termes religieux et ce genre de choses, il y a très très peu de choses qui sont travaillées dans le texte. Et ça, en tant qu'amatrice de world building, moi, ça me gêne un peu. Surtout pour un classique où on voit que, à part de la parlotte, un petit peu de complot, surtout avec les Aes Sedai où ça prend beaucoup beaucoup de place, il n'y a pas grand chose d'autre quand tu creuses. Notamment, comme je vous dis dans l'histoire, on a des roturiers, mais on a aussi des gens qui font partie de la haute société, comme Elaine, et on n'est pas sur un développement énorme du pouvoir. Hein. Par exemple, Matt, dans le texte, va rencontrer une autre impératrice reine. Pareil, ce peuple-ci est un petit peu développé, mais à part faire des blagues un peu salaces sur Matt, le ridiculiser, renverser un peu le prisme, en termes de world building, il n'y a pas grand-chose qui est travaillé. Voilà. Tout ça font que la lecture devient assez lente, assez rébarbative, c'est toujours un peu la même chose, hein. Quand je vous dis qu'il y a des tomes entiers où c'est les Aes Sedai qui parlent et pour faire des complots sur machin et un suppôt de machin, ça devient très très lent, surtout quand c'est porté par des personnages qui n'évoluent pas forcément dans un bon sens. Le point qui me vient comme ça, parce que je pense que je vais en oublier pas mal, c'est quand je vous disais le traitement des femmes, moi j'ai eu un problème avec la polygamie dans le texte. Donc en fait c'est un texte où la polygamie n'est pas forcément présente dans tous les peuples, c'est-à-dire que en général les couples, c'est que des couples hétérosexuels, voilà, et assez classique et tout ça. Le personnage principal de Rand va avoir 3 femmes, qui, je vais pas vous dire pourquoi, qui elles sont et tout ça, mais quand j'ai commencé à voir ce trope arriver, je me suis dit, ça me gêne un peu. La polygamie en fantasy, c'est quelque chose qui existe, mais en général, elle n'est pas que pour un personnage. Et là, c'est vraiment le personnage puissant, dominant,
héros va avoir toutes les femmes du récit. Voilà, on va en avoir 3, exactement 4, même si on peut être plus précis. Et c'est vrai que ça m'a un peu gênée parce qu'au début et pendant une partie du texte, elles ne sont pas d'accord avec ça. Et qui serait d'accord avec ça? Je trouve que c'est un peu malaisant. Voilà, c'est un peu malaisant une grande partie. Et à la fin, elles se serrent les mains, elles sont toutes d'accord pour partager le héros. Et on a vraiment l'impression d'être dans un fantasme d'écrivain masculin qui a toutes les nanas. Voilà, et ça c'est un truc qu'on retrouve parfois dans l'imaginaire, mais c'est vrai que là, c'était quand même chelou. Voilà, c'était quand même chelou, pas très réussi, pas très crédible. Et le message derrière est pas ouf du tout, et c'est pas crédible avec certains personnages. Quand on prend une des personnages qui est une Naëlle dans le récit, moi j'ai du mal à croire que ce personnage-là soit d'accord pour partager. Voilà, il y a quand même un souci de crédibilité là-dessus, et vraiment c'est du genre on n'est pas d'accord, puis à un moment bah ouais en fait on va le partager, c'est super. Et j'étais en mode bon, bah d'accord quoi. Et ça pose aussi un problème de il n'y a pas d'autres couples qui le sont, et c'est toujours l'homme qui a plusieurs femmes. Voilà, ça soulève quand même des problèmes je trouve dans le texte et qui sont pas du tout agréables à lire. Ça rejoint aussi que les romances, elles sont très minuches, très bébés. Voilà, il y en a une que j'ai plutôt bien appréciée avec Lan, par exemple, qui est un de mes personnages préférés du récit, et une avec Egwene où j'ai trouvé que ça allait pas dans la facilité. Parce qu'en fait, il y a des romances où ce qui est assez appréciable chez Jordan, c'est qu'il met pas les personnages évidents, et il met pas les personnages qui sont évident dès le début. C'est-à-dire que Egwene va pas finir avec Rand, voilà, alors que c'est son fiancé au début du texte. Donc je trouve que c'est assez intéressant parce que ça soulève aussi les questions de l'amour, ça évolue, voilà. Et c'est un récit aussi, pour conclure, on va dire, je vais m'arrêter là pour les points négatifs parce qu'ils sont à faire une liste, c'est un récit que je trouve aussi décevant sur l'action. Quand je me suis embarquée dans la roue du temps, je m'attendais à du voyage, à beaucoup de magie, et le système magique est assez sympa, hein. Voilà, c'est très visuel. Il en reste que il n'y a pas beaucoup d'action, il n'y a pas beaucoup de batailles décrites, et ça revient vraiment surtout à la fin, voilà, avec Sanderson, où j'ai été très très déçue du dernier tome en termes de bataille finale, mais ça on y reviendra juste après que j'ai fini mes points positifs et négatifs. Et donc voilà, c'est assez décevant quand tu t'attends à une grosse série épique d'avoir si peu de batailles, d'avoir si peu de combats. Alors il y en a, mais proportionnellement au nombre de pages, et c'est toujours un peu la même chose, c'est toujours un peu face à telle ou telle personne que c'est fait. C'est un roman aussi qui tue très peu ses personnages. Voilà, on va dire que jusqu'au tome 14, il y a très peu de morts, ce qui n'a pas du tout crédible. En fait, il y a quand même des soucis de crédibilité dans le texte à plusieurs reprises. Il y a des complots et tout, où le personnage aurait dû mourir 50 fois ou être jeté en prison 50 fois avant que ça arrive, et pourtant, il s'en sort à la fin. Et on va parler aussi du positif, hein, parce qu'il y a du positif. En parallèle du fait qu'il y a beaucoup de personnages qui sont maltraités, il y a quand même des personnages qui sortent du lot, et il y a quand même des personnages qui sont attachants. Je parle notamment du couple Perrine et Fail dans le texte, qui est une des romances les plus réussies, qui est très très belle, et qui tient des personnages qui sont intéressants et qui sortent un peu des clichés à mon sens. C'est des personnages comme Lan. C'est un roman qui arrive un petit peu à réinventer les codes. Je vais prendre l'exemple de Mohiren, qui est quand même le personnage, je trouve, le plus intéressant de l'histoire, qui est donc une Aes Sedai assez puissante, et elle va avoir un peu le rôle de guide vous savez, du vieux sage, sauf que c'est une femme à l'apparence assez jeune. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça qui changent. On va avoir aussi le choix de suivre des personnages qui ont des morales un peu voilà, qui ont la morale un peu différente, c'est-à-dire qu'on va suivre beaucoup de personnages, mais les personnages vont pas du tout être d'accord forcément entre eux. Je pense par exemple vis-à-vis du dragon réincarné, ou vis-à-vis des hommes qui canalisent. Voilà, on a plein de personnages qui sont différents, confrontent, et ça c'est assez intéressant parce que on voit que les forces du bien sont pas forcément toujours extrêmement bonnes. Dans ce récit manichéen, en fait, il y a un petit peu de nuance avec des personnages qui ont commis, voilà, des actes plus ou moins graves et qui se sont alliés à des gens plus ou moins... Voilà, un récit qui questionne un peu la politique. Voilà, c'est quand on aime la politique, et moi c'est vrai qu'il y a des moments je trouvais ça assez intéressant de voir comment allier politique et guerre en préparation, territoire, et notamment ça s'est beaucoup fait dans les derniers tomes, et c'est assez chouette avec des empires qui se partagent un petit peu tout ça. Pour les amateurs d'imaginaire, on va retrouver des clichés qui sont assez sympas. On va avoir beaucoup de références par exemple avec des objets magiques, on va avoir voilà, de la magie. Bon, après il y a beaucoup de facilité scénaristique, hein. Je reviens toujours au point négatif,
mais par exemple on a des portails qui nous permettent de voyager beaucoup plus facilement. Donc voilà, il y a beaucoup de facilité scénaristique, mais il en reste que l'univers avec les Aes Sedai, avec tout ça est assez charmant, voilà, et assez sympathique à suivre. Voilà, moi à mon sens, les Aes Sedai c'est quand même un des points positifs. Ce world building là est le plus intéressant selon moi parce qu'il est assez original et qu'il est assez nuancé. C'est-à-dire que dans un même, on va dire, système, on va avoir des personnes qui sont plus ou moins sympathiques ou qui ont une morale plus ou moins grise. C'est une série aussi qui est assez intéressante sur le système de magie parce que comme je vous le disais, en fait on l'apprend très très vite, seules les femmes au début du récit sont capables de canaliser et donc la source un peu de cette magie va être assez exploitée, elles doivent canaliser ensemble, voilà. Il y a une véritable esthétique de la magie que tu vois dans le livre et que je pense qui peut être présente dans la série de façon esthétique. Voilà, il y a une esthétique là-dessus. Il y a aussi plusieurs types de magie, c'est-à-dire qu'on va voir ces Aes Sedai là, on va avoir des personnages qui sont liés un peu au loup, on va avoir des personnages qui peuvent communiquer par un peu l'esprit et tout, ce qui fait que c'est assez complexe et ça c'est je pense un des points les plus importants et ce qui en fait sa qualité. Il faut le remettre aussi dans le contexte de l'époque, je pense que c'était quand même très original à l'époque, même si c'est très inspiré de Tolkien. On est aussi sur des thématiques qui sont assez intéressante et universelle, hein. Même si parfois c'est traité avec des gros sabots, on va avoir notamment la thématique de la folie qui va être expérimentée avec Rand, c'est-à-dire que Rand va se faire dévorer un peu par son pouvoir et tout va un peu basculer au fur et à mesure du roman, ça va complexifier les choses, tout le monde va essayer de le manipuler et je trouve ça intéressant en fait parce que d'habitude le héros c'est plus lui qu'on suit, voilà, et puis tout le monde un peu écoute. Là on est vraiment sur un héros qui va tenter d'être manipulé par les autres et ça c'est vraiment un intérêt dans le texte, c'est que Rand va être plus l'objet de destruction que le héros de la quête, voilà, de plusieurs fois et ça pour moi, c'est ce qui en fait la complexité du récit, et notamment même par rapport à ses propres amis. C'est-à-dire que même si Gwen, à un moment, elle devient un peu trop hystérique à mon goût, mais même ses propres amis vont tout faire pour l'avoir dans leur sac. Et ce qui rend le récit assez tragique, toute une mythologie avant, c'est-à-dire qu'on va avoir un personnage, je peux pas trop vous décrire, mais on va avoir des personnages, des héros qui reviennent, voilà, on va avoir des personnages dont on va savoir le passé, qui est assez tragique. C'est un récit qui est assez triste, La Roue du Temps, hein. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui témoignent, voilà, d'un passé tragique. En fait, c'est une série qui peut plaire à plein de gens. Il y a de la romance, il y a de l'action, il y a du complot, ça parle de thématiques universelles et il y a des personnages qui sont intéressants. On va avoir la thématique aussi de l'héritage, voilà, avec Elaine par exemple qui va se retrouver avec le trône de sa mère. Voilà, on va avoir aussi des femmes qui vont prendre leur indépendance et qui vont évoluer socialement. Il va y avoir aussi la douleur de l'apprentissage. Les Aes Sedai, quand elles apprennent à être Aes Sedai, ça déconne pas. Sur l'apprentissage, c'est un roman qui est assez violent, voilà, sur le physique et tout ça. Ça peut parler un peu à tout le monde, mais ça reste des thématiques qui sont assez classiques. Je pense que là, en fait, je galère pour trouver des points positifs parce que j'en ai pas tant que ça. Moi, La Roue du Temps, voilà, comme je vous dis, j'ai pas forcément énormément apprécié ma lecture. Je pense que c'est intéressant aussi de vous parler du travail de Sanderson parce que c'est quand même très différent. Donc ces 3 tomes-ci, c'est la fin. C'est la fin et Sanderson a eu pour objectif de terminer en fait cette série en 3000 pages, ce qui est quand même difficile quand tu vois la lenteur du récit et toutes les questions qui n'étaient pas résolues. Et pour tout vous dire, le tome 12 et 13, ça m'avait plutôt bien plu, même si on a clairement des soucis de crédibilité, notamment sur le changement de comportement des personnages, parce que ça fait un peu l'effet d'Aenerys Targaryen à la fin de Game of Thrones, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de préparation. Ça a été très très lent et en fait il y a quand même un saut pour comprendre un peu les réactions de personnages, notamment vis-à-vis de Rand. Il y a beaucoup plus de choses épiques et en mode waouh, du genre je m'y attendais pas dans celui-ci, notamment dans ces 2 tomes-là. Moi les 2 premiers, j'ai trouvé que le rythme était beaucoup plus rapide, beaucoup plus agréable à lire, mais je pense qu'il faut aussi vous parler du dernier. Alors je vais pas spoiler, je vais pas citer de nom et tout ça, mais j'étais décontenancée par le dernier tome. Le dernier tome fait 1000 pages. Sur les 1000 pages, il y a 200 pages, les 200 dernières pages qui font partie de la bataille finale. 14 tomes, tu t'attends quand même à ce que le dernier tome, ça soit vraiment un gros récit de bataille. La bataille est pas ouf. Voilà, la bataille est pas si épique que ça, et pas ouf. Il y a peu de magie. C'est beaucoup de choses qui sont rapportées, des complots, des gens qui vont se dire qu'ils s'aiment avant la bataille, des passages où t'es en mode on s'en fout, que ça se tape dessus. Et c'est très long
longuet, rien ne se passe, on va dire quasiment au bout de 800 pages, et à partir de là, en fait, l'auteur décide de tuer d'un coup plein de personnages. Des personnages plus ou moins importants, mais aussi des personnages importants. Je n'ai pas pleuré une seule fois, ça ne m'a pas touchée du tout, parce qu'en fait, ça venait comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que on arrive, paf, alors, j'ai été en mode, waouh, du genre au premier, j'étais en mode, ok, bon, d'accord, et j'étais triste, parce qu'en plus, ça faisait partie de mes personnages préférés, mais ça va tellement rapidement que t'es en mode les personnages, à part quasiment personne ne pleure la mort des personnages, j'étais en mode bon ok, vous êtes quand même potes d'une certaine base, donc voilà, assez déçu de ça, et à la fin ça s'enchaîne, et en plus t'arrivais à prévoir qui allait mourir et qui n'allait pas mourir, parce que les pères ne meurent pas, c'est-à-dire que les couples finissaient toujours ensemble. Donc j'étais un peu en mode oui, bah, il n'y a aucune surprise dans le texte. La toute fin, c'est un choix, j'aurais préféré un autre choix, mais ça c'est la fin que Jordan voulait, et on est sur une fin, je pense, qui peut un petit peu surprendre, qui n'est pas forcément la fin auquel tout le monde s'attendrait, mais est plutôt poétique. Voilà. Mais j'ai été décontenancée en fait par le combat final, en fait, parce que on nous prépare les Trollocs, les autres créatures, en plus en fait t'as un espèce d'effet où il y a un personnage pendant le livre, t'as l'impression que c'est lui et sa compagnie qui se battent, et on voit eux au combat pendant des pages et des pages, pendant que les autres se tournent les pouces à moitié. Bon, ils se battent, mais tout est rapporté en fait, et beaucoup dans la parlotte, dans la dispute et tout ça. Je suis en mode, mais en fait, il y a d'autres priorités, donc il y a quand même un souci de crédibilité là-dessus. Donc j'ai été un peu mitigée sur cette fin, et comme je vous dis, j'ai pas été émue. C'est quand même con au bout de 14 tomes de pas chialer une seule fois, alors que c'est des personnages très importants qui décèdent. Et en même temps, il y a un petit goût d'inachevé à la fin, je sais pas, un petit manque de développement sur l'après, comment ça se passe. Je pensais que ça allait être beaucoup plus sombre, qu'il allait y avoir beaucoup... Parce que les Trollocs, les trucs comme ça, c'est pas ouf, hein, en termes de créatures, ils sont un peu méchantes, mais ouais, ça m'a paru un petit peu gentillé, et un peu... Il y a des tropes qui sont revenus dans... Je peux pas spoiler, mais où je me suis dit non, si on peut éviter ça en écriture, voilà, c'est pas ouf. Il y a des choses où c'est plutôt... moi, je considère ça plutôt comme des facilités scénaristiques qui sont un peu à bannir. J'avais eu une reprise avec Sanderson qui m'avait beaucoup plus plu, parce que même les personnages étaient beaucoup plus agréables. En fait, j'avais l'impression de retrouver, notamment par exemple avec Egwene, des personnages qui sont beaucoup moins hystériques, voilà, beaucoup moins potaches et tout ça, et des personnages qui sont plus dans leur rôle, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit les vieux amis qui doivent devenir des alliés, c'est un peu difficile, voilà, donc au-delà de ça, je pense que c'est une série qu'il faut tester. Voilà, si je peux faire une conclusion là-dessus, moi, La Roue du Temps, ça n'a pas été une réussite, voilà, c'est pas été une série que j'apprécie tant que ça, mais ça fait partie d'un classique. C'est un classique de l'imaginaire, c'est une série qui est ovationnée par beaucoup de gens, il y a des gens, c'est leur série préférée, je ne comprends pas du tout pourquoi, mais c'est leur série préférée, et c'est une série qui a été écrite donc il y a longtemps, donc comme je vous dis, hein, tous les tropes sexistes et tout, ça dépend aussi de cette époque-ci, hein, voilà, malheureusement, et on n'est pas sur une fantasy moderne où il y a du développement, du world building, on est sur une vieille fantasy, j'en lis pas mal, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a des choses qui sont beaucoup mieux en termes d'écriture à cette époque-ci, et c'est une série qui, je pense, son principal défaut, c'est son rythme. Voilà, j'ai rarement lu une série où on se fait aussi chier à la lecture pendant des tomes et des tomes, et ça, c'est quelque chose qui est ressenti quand même par beaucoup de lecteurs. Il faut tester pour voir si le style vous plaît, si l'histoire vous plaît, parce qu'il y a des gens qui adorent La Roue du Temps, voilà, il y a des gens, ils sont mitigés, et il y a des gens qui n'aiment pas du tout. C'est vraiment une série qui dépend vraiment de la personne, de vos types de lecture. Vous n'avez pas peur des grandes séries, si vous n'avez pas peur des longueurs, ça peut passer. Après, si vous n'êtes pas un gros lecteur, si vous aimez quand ça bouge, quand ça va vite, quand ça vous tient la main, même si le récit vous tient énormément la main, c'est pas compliqué du tout à suivre comme univers, et voilà, c'est un des points positifs aussi, c'est que c'est très simple à lire. Il en reste que c'est peut-être pas fait pour vous, parce que le texte est long, mais par contre, si vous êtes un gros amateur d'imaginaire, si ça vous dérange pas de lire des pages et des pages où ça apporte pas grand chose au récit, ça peut vous plaire, ça fait partie d'un classique, et je suis contente de l'avoir terminé. Donc voilà, je vous demanderai d'être resté cordial en commentaire pour les fans notamment, parce que je sais à quoi m'attendre. Voilà, je sais à quoi m'attendre, mais voilà, je peux comprendre que vous ayez aimé, et n'hésitez pas à dire vous ce que vous avez aimé ou pas aimé dans La Roue du Temps, ça m'intéresserait beaucoup. Très curieuse d'avoir votre avis sur cette série, voilà, même des gros pavés et tout, j'ai vraiment hâte de vous lire là-dessus, parce que j'ai envie de savoir un petit peu vos points de vue. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.